Merci Marine Le Pen d'être sur ce plateau. On l'a vu, c'était pas facile, hein. Et c'est pas fini, on va y revenir. Mais comment vous avez vécu cette période? Mais si vous voulez, moi j'ai toujours considéré qu'une élection, c'est une compétition. Donc il ne faut pas s'étonner d'avoir des concurrents. Et nous avons en réalité toujours eu des concurrents. Ça a été De Villiers, ça a été Nicolas Dupont-Aignan, ça a été Maigret Il y a longtemps. il y a longtemps. Et puis aujourd'hui, c'est Éric Zemmour. Ça n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est juste avoir l'expérience et la hauteur et le recul. Je comprends bien que l'actualité, les journalistes se précipitent parce qu'il faut raconter une histoire, parce que ce second tour donné depuis 4 ans, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, les médias en étaient presque déjà lassés parce que vous avez des choses à dire tous les jours, il faut raconter quelque chose de nouveau. Non mais attendez, c'était un vrai mouvement, et c'est un vrai mouvement, il existe, on va en reparler. Oui, vous avez douté parfois, vous raison, avez mais je crois douté. Non, Est-ce que j'ai vous pas avez douté, douté? non. Non, j'ai pas douté. Et d'ailleurs, mon mouvement n'a pas douté. Je voudrais quand même, d'ailleurs, rendre moins hommage. sûr, parce qu'il y a pas mal de gens qui on l'a vu, il y a des gens qui ont été un peu chancelants. Permettez-moi de rendre hommage à mon mouvement. Pas un seul élu n'a quitté le Rassemblement national pour éventuellement rejoindre Éric Zemmour. Je ne suis pas sûre que ça aurait été un autre parti politique, les choses n'auraient pas été différentes. Il y en a une aujourd'hui, hein. Il y a une élue Rassemblement national qui l'a rejoint. Non. Les seules personnes qui ont pu rejoindre Éric Zemmour sont des gens que nous n'avons pas réinvestis ou que nous avons exclus. Je lui souhaite d'ailleurs à Éric bonne chance avec tous ces gens-là, par ailleurs. Car si on ne les a pas réinvestis et si on les a exclus, c'est qu'on avait une bonne raison. Non, le mouvement est resté d'une solidité incroyable. Pas un député, pas un sénateur, pas un conseiller régional. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont aussi de l'expérience. Parce qu'ils sont sur le terrain. Parce qu'ils voient bien aussi que les Français ont en nous, en moi, une confiance qui est une confiance acquise sur la durée, sur la longueur. Ils sont convaincus que non seulement j'ai le projet adéquat pour sortir la France de la situation difficile dans laquelle elle est, mais que de surcroît, j'aurai le courage de le mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est en même temps un projet et un caractère. On va en parler de votre caractère, mais justement, quand même, à un moment, vous êtes presque à 28% en juin et avant les régionales. Et puis là, même si vous êtes remonté, on a très bien vu ces courbes, vous êtes à 20. C'est intéressant, vous êtes au deuxième tour. À cette heure-ci, on l'a bien dit, hein, et Paul Larouturou il a bien dit, c'est ce soir, lundi, mardi, mercredi 1er décembre. Est-ce que vous faites quand même une autocritique? Vous avez été surprise par le surgissement d'un candidat qui est arrivé radical, avec des mots forts, qui a bousculé le paysage, qui a bouleversé, y compris des électeurs à vous. Quelle autocritique, Madame Écrière? Non, aucune? L'autocritique, ça voudrait dire qu'il faudrait que je change les idées auxquelles je crois, qu'il faudrait que je me mette à attaquer tout le monde, à être brutal, à exprimer des mesures qui sont des mesures outrancières ou inapplicables. Mais non, je ne veux pas faire ça. Ça n'est pas ce à quoi je crois. Donc, je ne le ferai pas. Je ne l'ai pas fait hier. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Je ne le ferai pas demain. Et ça n'est pas cela que je mettrai en œuvre. Je veux dire, très clairement, moi, j'ai des convictions qui sont profondes. Je les défends depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans que je défends les idées qui sont les miennes, y compris au sein de mon propre mouvement, quand je n'en étais pas présidente, et je continuerai à le faire parce que je les ai, au fond du cœur, je les ai défendus, encore une fois, y compris dans des compétitions internes au Rassemblement national, et je ne vais pas changer d'avis sur le mode de la brutaliser mon projet au motif qu'il y a une concurrence qui serait plus radicale que la mienne. Sur le mode de la campagne, est-ce qu'on l'a dit, vous avez joué, enfin vous vous êtes vu en haut de l'affiche, et donc vous êtes parti peut-être déjà au deuxième tour, au début, au mois de septembre, on l'a vu. Est-ce que c'était pas déjà trop rapide? Vous n'êtes pas vu déjà? Je ne vois nulle part. Je vous assure que j'ai une modestie à toute épreuve et je n'ai pas la melonite, à la différence de beaucoup de responsables ou de candidats politiques. Je n'ai jamais la melonite. Voilà, jamais. J'avais dit, je ferai une campagne de terrain. Et je suis allé faire une campagne de terrain. Et je n'ai pas changé ma stratégie de campagne. Je suis allé au plus près des Français.
pour leur exprimer quelles étaient mais les mesures que je souhaitais mettre en œuvre. Je suis allé les entendre dans leurs préoccupations. Je suis allé affiner aussi mon projet politique par rapport à ce qu'ils me disaient, les professionnels, les policiers de la BAC que je suis allé rencontrer, on va en parler parce qu'on va parler de votre projet. À Alençon, victimes des trafics de drogue et de la violence, l'aide humanitaire, là encore dans le Vaucluse, les banques alimentaires, pour savoir quelle était la situation et ce qu'ils pensaient de la situation, de l'aggravation de la pauvreté dans le pays. J'ai fait tout cela parce que c'est un moment nécessaire pour une campagne présidentielle. Alors, Marine Le Pen, puis hier, Éric Zemmour est candidat. Il est candidat officiellement, il a fait un clip... d'une certaine façon, vous êtes remonté, mais vous ne l'avez pas pour autant dissuadé d'être candidat. Il est candidat et quel que soit son score, il peut, et vous lui avez dit dans son livre, il peut vous empêcher d'être en tête au premier tour. Oui. Et donc, c'est de toute façon une campagne différente et c'est un obstacle. Oui, mais vous savez, quand on fait une campagne présidentielle, il y a toujours des événements qui interviennent dans la campagne. Il faut aussi avoir la plasticité, l'instinct de s'adapter à cette campagne. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que j'avais annoncé donc au mois de mai est en train de se réaliser. À savoir, je pense qu'Éric n'a pas la capacité d'être au second tour. Il n'en a pas la capacité. En revanche, il a la capacité de nous empêcher d'être devant Emmanuel Macron. Et là arrive la vraie question. Il a vendu en réalité sa candidature en disant Marine Le Pen ne peut pas gagner. Voilà. Et il s'avère qu'il peut beaucoup moins gagner que moi puisque je suis donné aujourd'hui dans quasiment l'intégralité des instituts de sondage entre 45 et 47% au second tour face à Emmanuel Macron. C'est-à-dire très proche, si vous voulez, à 5 mois de l'élection. Lui est donné à peu près aux alentours de 35%. Donc il n'a pas la capacité de gagner face à Emmanuel Macron. Donc, du coup, la promesse qu'il faisait n'est pas tenue. Et donc, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-il encore candidat alors qu'il est objectivement une aide pour Emmanuel Macron, puisque c'est sa candidature qui pourrait permettre à Emmanuel Macron d'être en tête de l'élection présidentielle. C'est pas sûr, d'ailleurs, car Emmanuel Macron non plus n'est pas entré en campagne. Mais c'est le risque qu'il prend. Alors, comment pour vous un avez bénéfice, trouvé... pour une plus-value que je n'arrive pas à voir. Alors, comment avez-vous trouvé sa candidature, les modalités de présentation de sa candidature on a appris ce soir que son meeting du Zénith allait être transféré à Villepinte parce qu'il y avait trop d'inscriptions. Il va passer de 6 000 personnes à 19 000 inscrits. Ce que je veux dire, c'est qu'il est là, il est fort, et il reste, pour le moins, une épine dans le pied, pour vous. Oui, mais ça, c'est la compétition. Alors, comment vous avez trouvé sa candidature? C'est un petit peu comme aux Jeux Olympiques. On ne court pas tout seul, quoi. Voilà, on a des concurrents, on a des adversaires, on a des concurrents. Éric Zemmour fait partie des concurrents. Concurrents, ça veut dire que sur un certain nombre d'idées, nous faisons le même constat. Nous avons des solutions qui divergent. Et puis sur d'autres sujets, nous avons une vision radicalement différente. On va y venir. Il faut bien le dire. Comment vous avez trouvé sa candidature? L'expression de sa candidature, ces différentes expressions, la vidéo, puis son invitation sur le journal de 20h. Si vous voulez, Éric Zemmour, il était lui-même. C'est-à-dire que son clip est un clip, en réalité, promotionnel du suicide français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de solution. Il est en réalité un chroniqueur du temps présent. Mais quelqu'un qui décrit, quelqu'un qui décrypte la situation. Et bien sûr que ça parle à un certain nombre de Français, et pour cause, parce que c'est vrai qu'il y a objectivement une dégradation des conditions de vie en France, de la sécurité en France, de l'immigration en France, de la désindustrialisation. Tout ça est vrai, c'est une description qui est exacte. Mais le politique, il n'est pas là pour ça. Le politique, il est là pour concevoir le monde de demain. Il est là pour rendre possible ce qui est nécessaire. Il est là pour prévoir l'avenir. Or, tout cela, cette description qu'il fait, nous l'avons, nous, prévu. Et oui, mais nous en elle avons a été fait la entendue par lui. prévision. Elle a été entendue avec ces mots.
Oui, avec son expression bien sûr. aussi radicale. Mais oui, parce qu'il y a un ras-le-bol des Français, vous comprenez? Il y a une saturation, il y a le sentiment que la classe politique des dirigeants qui se sont succédés depuis 20 ans ne les entendent pas. Il y a un sentiment de déclassement. Moi, je respecte absolument cela. Je l'entends, je le comprends. C'est la raison, d'ailleurs, de mon engagement en politique. C'est pour changer cela. Mais encore faut-il promettre de le changer, donner des solutions. Alors justement, Et je ne vois pas de solution, moi, dans le clip d'Éric Zemmour. Il a dit hier, il a répondu en quelque sorte à une phrase que vous aviez dite la veille. Il a dit à Gilles Boulot hier, bah oui, j'ai fait ma mue. Les femmes sont le but et le butin de tout Non, homme cela- doué qui aspire à grimper dans la société. Écoutez, écoutez. Je l'ai revu il y a 10 minutes. Oui. Ce que là, j'explique exactement les rapports entre les hommes et les femmes dans ce que j'appelle, ce que les scientifiques appellent leur cerveau reptilien, c'est-à-dire le désir entre un homme et une femme, pas dans la vie de tous les jours. Il faut distinguer, vous voyez, les niveaux de lecture et d'écriture. Mais vous savez, vous n'allez pas comme ça ressortir mes phrases de mon livre. Je ne suis plus le journaliste, l'écrivain. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous m'interrogiez sur mon projet et mon statut. Pas sur ce que j'ai écrit. On ne va pas refaire la dizaine d'émissions que j'ai déjà faites depuis 2 mois. Donc votre mue est en train d'être faite, ou peut-être même Et l'avez-vous bien déjà sûr, ma opérée. mue est faite. Oui, mais Éric Zemmour, il est ambigu parce que la réalité, c'est que il a créé sa campagne sur une multiplication de provocations, de propos chocs, de propos même parfois choquants. Et il se plaint aujourd'hui, quelques heures après avoir annoncé sa candidature, qu'on le ramène à ses provocations et à ses propos choquants. Non mais bienvenue en politique, quoi, pardon, mais il dit j'ai fait ma mue, mais il ne comprend pas que à partir du moment où il est un responsable politique, bien entendu, il est responsable de la philosophie qu'il porte, de la pensée qu'il porte. Évidemment qu'il est légitime, naturel, puisque l'élection présidentielle est la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple, que la personnalité compte et qu'on va le ramener à qu'est-ce qu'il pense des inégalités sociales, qu'est-ce qu'il pense des femmes, comment il explique, comment il va faire pour demander aux musulmans de ne plus être musulmans, pourquoi il ne fait pas de différence entre l'islam et l'islamisme. Marine Le Pen, évidemment, c'est normal. Vous reconnaissez que le travail de journaliste est utile et nécessaire et qui s'adresse Mais parfois- à Éric Zemmour comme à tous les parfois, candidats. il est terriblement difficile, parfois il est injuste, parfois vous êtes injuste, parfois vous cherchez à nous mettre en difficulté. Ça s'appelle la politique. C'est désagréable quand on le vit, mais si je puis me permettre, c'est hélas la règle du jeu. La politique n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, c'est sûr. et vous lui faites la leçon en quelque sorte. Vous le Non. rappelez et vous lui dites attention. Non, mais je lui fais pas la leçon, Mme Crève, mais il ne peut pas ne pas savoir. Parce que lui-même a été intervieweur. Et objectivement, il a parfois été extrêmement cruel. Et on ne peut pas dire qu'il faisait partie des intervieweurs bienveillants. Je veux dire, il était parfois très dur. C'est un éditorialiste plutôt qu'un intervieweur. Oui, mais enfin, hein. il a quand même interviewé un certain nombre de Ouais. gens. Chez Ruquier, il était assez Ouais. dur, il était assez parfois même cruel. Bon, voilà, c'est le débat, ça frotte, c'est difficile. Il faut, malgré tout cela, eh bien, justement, défendre ses idées. Alors, comment ça va se passer? Il va sans doute annoncer la création d'un parti politique dimanche. Il va peut-être avoir, après l'élection présidentielle, je ne sais pas comment elle se passera, on en reparlera, des députés, des candidats. Enfin, tout ça, comment ça vous apparaît? Est-ce que vous vous dites, on pourra travailler ensemble un jour, on pourra faire, je sais pas, une majorité ensemble ou au contraire une opposition ensemble? Non, mais on n'en est pas là, objectivement. Je l'ai dit, je le redis. Je pense qu'Éric Zemmour fait partie du camp de ceux qui croient en la France. Moyennant quoi, nous avons des divergences sur certains sujets qui sont des divergences profondes. Mais je pense que la situation du pays nécessite l'union nationale. C'est-à-dire que tous les patriotes, malgré leurs divergences parfois profondes, se disent il faut battre Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron est un mondialiste, qu'il a fait un mal fou à notre pays, qu'il a créé des divisions profondes, qu'il a en réalité mis en œuvre la guerre de tous contre tous, ce que je lui avais dit d'ailleurs au cours du débat du second tour. Et donc il faut à tout prix ne pas permettre à Emmanuel Macron de faire 5 ans
de déconstruction supplémentaire du Marine pays. Le Pen, Éric Zemmour, hier, il a dit, et on va passer à un autre sujet, hein, il a dit vive la République et surtout, vive la France. Oui, mais Est-ce que vous auriez dit la même chose? non, mais c'est même pas le sujet. Bah, si, un peu, Non, mais la c'est pas- République et la France. Non, mais c'est pas le sujet. Si vous voulez. Le sujet, c'est que il se met en situation de faire référence de manière tout à fait explicite au général de Gaulle, les 18 juin 40. Donc, c'est quoi le signal? C'est la France est en guerre, la France est occupée. Mais la France, elle n'est pas en guerre. Désolé de le dire, je sais qu'on aime les grands mots, mais la France n'est pas en guerre. La France, elle est livrée à l'anarchie d'un État qui ne remplit plus son rôle. Voilà. Un État qui s'est effondré, un État qui est gangréné par le laxisme et qui ne protège plus les Français. C'est ça le problème. Si demain on rétablit l'autorité de l'État, mais on règle les problèmes d'insécurité et d'immigration. Mais pour l'instant, le danger, c'est le laisser faire, laisser passer, laisser aller, dont profitent évidemment les malfaisants, les criminels, les délinquants. Mais c'est pas, on n'est pas en guerre. Et donc, la guerre civile, c'est une expression que vous aviez utilisée dans le passé aussi. Hein. non, mais d'accord, on n'est pas en guerre. Voilà. Et ce que nous a démontré en réalité les dernières années, et notamment les attaques dont nous avons été victimes, les attaques terroristes, c'est qu'en réalité, c'est une idéologie importée qui nous fait la guerre. C'est une idéologie étrangère à notre sol. L'idéologie islamiste est une idéologie étrangère à notre sol, qui est en train de gangréner des quartiers entiers de notre pays parce qu'on laisse faire. Voilà. Alors, on va y revenir parce que justement, c'est très intéressant sur l'islam, l'islamisme et les idéologies islamistes. Vous avez un article, vous avez même un projet de loi sur cette question, et c'est comme ça que vous l'appelez. Bah, sur l'autorité de l'État, est-ce que vous serez vraiment crédible, je dirais peut-être plus crédible que les Républicains? Ils le votent à démarrer aujourd'hui. Ils ont peut-être une image... dans votre esprit, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont promis, ils n'ont pas été au rendez-vous de l'histoire et de leur programme. Mais est-ce qu'ils, s'ils sortent correctement de leur primaire, est-ce qu'ils ne vont pas apparaître comme plus expérimentés, plus habitués justement au fonctionnement de l'État et peut-être plus en capacité, à l'intérieur de cette grande famille politique qu'est la droite, de rétablir l'autorité? Mais enfin, Madame Cré, pourquoi est-ce qu'ils feraient demain ce qu'ils n'ont ni voulu, ni su, ni pu faire hier? C'est une question toute simple. Hein. Je veux dire, vous vous faites opérer du genou, le chirurgien vous rate, vous ne retournez pas voir le même chirurgien pour qu'il vous répare le genou qu'il a raté. Vous voyez, vous vous dites, bon, bah, ces gens-là ne sont pas compétents. Ils n'ont soit pas les compétences, soit pas le courage de mettre en œuvre ce qu'ils devraient mettre en œuvre. Moi, je les ai écoutés, honnêtement, je ne sais pas qui va sortir de cette primaire. Mais j'ai objectivement pas été convaincu, si vous voulez, entre Mme Pécresse qui nous explique qu'elle va moduler les sanctions en fonction de l'endroit où on commet l'infraction, ce qui me paraît parfaitement anticonstitutionnel. M. Bertrand qui nous dit que maintenant c'est le parquet qui va condamner jusqu'à 5 ans de prison sans qu'il y ait de juge. J'avoue que même en URSS, si vous voulez, il faisait au moins semblant d'avoir des magistrats. Bon. M. Ciotti qui gonfle les muscles contre l'immigration, mais qui n'a jamais voté un seul amendement du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, ni la suppression du droit du sol, ni l'expulsion des délinquants étrangers, ni rien du tout. Et M. Barnier qui nous dit « je suis pour le bouclier constitutionnel » le lundi et le mardi tape sur la Pologne qui vient de mettre en place le bouclier constitutionnel, vous vous dites « mais est-ce que vraiment ces gens-là sont sérieux ?» Voilà le costard qui a été taillé, ça c'est clair. Alors, dans un instant, on va parler de votre programme économique, on va revenir maintenant finalement sur votre programme, parce que vous insistez sur les différences, hein, sur les différences avec Éric Zemmour, avec les Républicains. Mais certains diront, bah, en fait, sur le fond, c'est quand même la même chose, c'est juste la présentation qui est différente. Mais la question qui va se poser à partir de maintenant, me semble-t-il, c'est votre crédibilité. C'est-à-dire, bah, vous dites en fait, lui, il n'a pas pris il n'est pas un politique, Zemmour, et les LR, bah, finalement, ils ne sont pas crédibles parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Mais vous, en quoi êtes-vous crédible? Et on va peut-être évoquer quelques sujets avec vous sur cette question. Je veux parler d'abord de la crise sanitaire. La crise sanitaire qui est grave, l'épidémie est revenue, elle est peut-être en train d'approcher le pic, 50 000 cas, 93 décès en 24 heures.
le gouvernement décrète la mobilisation générale, ouverture des pharmacies, vaccination par les infirmiers, les kinés, les sages-femmes, les médecins, bien sûr, pour la fameuse dose de rappel qui booste les défenses et qui protège du variant Delta. Alors, ma question est simple. Vous êtes aujourd'hui dans l'opposition, mais si vous étiez présidente, et même aujourd'hui comme leader de l'opposition, est-ce que vous dites aux Français: faites votre vaccination de 3e dose de rappel, ça vous protégera? Mais Madame Écriève, je dis aux Français, il semblerait, pardon, mais j'essaye moi d'être prudente parce que ce que j'ai entendu dans le gouvernement comme annonces qui se sont révélées inexactes me pose un problème. Il semblerait évident que la vaccination empêche, enfin limite, les formes graves du vaccin. Donc, vous faire vacciner est une protection individuelle. Ce que je leur dirai pas, c'est des mensonges. Je ne leur dirai pas qu'on va atteindre l'immunité collective, parce que ça n'est pas vrai. Je ne leur dirai pas que le vaccin empêche d'attraper le Covid. Ça n'est pas vrai. Ni de le transmettre, ça n'est pas vrai. Oui, mais et donc, je ne leur dirai pas, je vais vous mettre un pass sanitaire, puisqu'en réalité, ce pass sanitaire ne sert à rien. Alors... Donc, j'irai sur ce qui est utile. Et surtout, je leur parlerai comme à des adultes, parce que ce ne sont pas des enfants, parce que je les respecte infiniment. Voilà. Et je respecte leur intelligence. Je ne veux pas leur mentir et je ne veux pas les traiter comme des gamins dans une cour d'école. Donc je leur dirai, comme d'ailleurs d'autres pays l'ont fait, voilà qu'est-ce qui est à votre disposition pour vous protéger. Non, parce que, pardon, il y a un vous dites la vaccin. protection individuelle, on peut tiquer. Parce que tous les médecins, et là je ne parle pas des politiques, je parle des médecins, tout le monde sait, et c'est pour ça que les enfants aussi font des vaccins. C'est pour ça qu'on se vaccine contre la grippe. C'est pas seulement pour se protéger soi-même, c'est aussi pour ne pas transmettre aux autres, même si on a des risques de transmission qui existent encore avec le vaccin, mais ils sont inférieurs. Est-ce que la responsabilité d'un dirigeant politique, ça ne serait pas de dire aujourd'hui, il faut aller faire ce rappel, il faut aller faire ce vaccin pour nous tous, pour toute la société. Je pense que la responsabilité d'un homme ou d'une femme politique, c'est de dire d'abord à ceux qui sont en danger de le faire. Or, oui, non, mais non, pas bien sûr. Parce qu'en réalité, le gouvernement n'a pas d'abord poussé, ne pousse pas d'abord, là, vous voyez, pour cette 3e dose, ne pousse pas d'abord les personnes âgées et les personnes avec des comorbidités. Si ça a été fait, ça a été en fait en septembre. Non, si ça a été ils fait en ont septembre, ouvert la vaccination. Non, si. Ils ont ouvert la vaccination à tout le monde. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des personnes âgées qui n'arrivent pas à trouver de place pour se faire vacciner parce qu'il y a des gens qui ont mon âge ou qui ont 40 ans qui sont en train de se faire la 3e dose. Il y a eu une priorisation et puis après on a accéléré parce que l'épidémie est là. Ça n'est pas raisonnable. Donc je pense que... Pardon Marine, pourquoi vous hésitez à dire oui, moi comme responsable politique qui suis justement crédible et responsable et qui peut avoir la responsabilité de tout un pays, je dis il faut vous faire vacciner. Mais, madame, je viens de vous expliquer que je dirais aux gens, si vous vous faites vacciner, vous avez moins de risques d'attraper, de développer un cas grave. Mais ça suffit. Enfin, vous les prenez pour qui? Pour qui les prenez-vous? Ce sont encore une fois des adultes. Ils comprennent très bien. Quand la grippe, on leur dit, chaque année, on leur dit, voilà, la grippe aux personnes âgées, c'est particulièrement dangereux pour vous. Il faut vous faire... Et les gens se font vacciner. Voilà. Donc la vaccination obligatoire, le thème est arrivé, vous avez vu, en Allemagne. Aujourd'hui, le gouvernement français a dit non, on ne va pas le faire. On n'a pas besoin parce qu'on a le pass sanitaire. C'est vrai. Mais parce que le pass sanitaire est une forme de vaccination obligatoire en réalité. Parce que si vous ne vous vaccinez pas, le pass sanitaire est ainsi fait que vous ne pouvez pas vivre dans la société dans laquelle nous vivons. C'est pas bien de faire ça. Ah oui, mais donc ça veut dire que vous dites... Parce que si c'est une vous étiez obligation élu, déguisée. Oui, mais si vous étiez élu, ça veut dire que vous supprimeriez, vous l'avez dit, le pass sanitaire. Oui. Mais donc ça veut dire que vous laisseriez libre les gens de se vacciner ou pas face à l'épidémie, c'est ça? Oui, parce que je pense que le vaccin est une protection personnelle. Mais c'est pas médicalement, sur le plan médical, je suis pas sûre que c'est seulement personnel. Je veux dire, ça a aussi une vertu collective. Écoutez, parlez-en à M. Castex, qu'est-ce que je vous dise? Voilà, qui est double vacciné et qui pourtant... Les enfants, ils seront vaccinés pour ne pas contaminer les autres enfants dans les crèches, par exemple. Mais madame, les enfants ne risquent de développer aucune forme de grave. C'est epsilon. 700 cas aujourd'hui d'une maladie grave en France. Non, mais pas des enfants. Des enfants.
Mais non. Si, monsieur, le professeur Des moins de Fischer, 12 ans. le professeur Fischer sur ce plateau, Bon. lundi soir, l'a dit. Bon, écoutez, moi je suis réservé car pour l'instant, il n'y avait aucune forme grave, quasiment aucune, d'enfant. Il a expliqué. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on vaccine des enfants, sachant que il peut y avoir des effets secondaires au vaccin quand même. On est d'accord avec ça, ça peut arriver. Alors que le bénéfice-risque, ce qu'on appelle le bénéfice-risque, est défavorable à la vaccination des enfants. Pardonnez-moi, mais vous Voilà. dites qu'il y a des effets secondaires au vaccin. Il y a 132 cas de myocardite pour 1 million de doses chez les hommes de moins de 30 ans et 37 cas de myocardite pour 1 million de doses chez les femmes qui durent 2 ou 3 jours, je précise, et qui ensuite passent, mais c'est évidemment désagréable et il ne faut absolument pas l'avoir, mais qui a fait donc qu'on a évité de donner un certain vaccin Moderna aux jeunes hommes de moins de 30 ans. Oui, mais pardon, à part ça, est-ce que vous dites que le vaccin a des effets secondaires? Mais madame, excusez-moi. Bon, vous avez l'air très très investi sur ce Oui, sujet. oui, je pense que c'est et c'est une votre liberté, collective. d'accord. Mais le Moderna, on nous a dit quelque chose, puis après on l'a interdit à un certain nombre de personnes. Le Janssen, on nous a dit que c'était merveilleux, et puis après on l'a déconseillé à un certain âge. Et puis après on nous a dit que ça servait en réalité plus à rien. L'AstraZeneca, on l'a suspendu. Je veux dire, est-ce que vous pouvez comprendre quand même? Est-ce que vous pouvez comprendre que les Français à qui on a parlé de manière péremptoire, en leur promettant qu'il n'y aurait jamais de passe sanitaire, que le passe sanitaire s'imposerait jamais pour empêcher des actes de la vie quotidienne, et puis que le passe sanitaire ne serait jamais soumis à une 3e dose, et puis qu'en réalité la 3e dose sera jamais obligatoire, et puis que pour finir elle est obligatoire. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un problème de confiance? Mais si vous étiez présidente, Voilà. vous croyez que vous auriez tous su de l'épidémie depuis le premier jour alors qu'on découvre des choses Mais quand chaque on ne fois? sait pas, on ne dit pas. Bah, Mais excusez-moi, c'est du bon sens paysan peut-être, mais quand on ne sait pas, on vient pas de manière péremptoire pour dire des choses. Le ton. Voilà, c'est tout. Et on ne s'engage pas, on ne fait pas la promesse qu'il n'y aura pas de passe sanitaire obligatoire quand on crée un passe sanitaire obligatoire. Mais parce que ça a permis la vaccination et donc ça a été une constatation. Alors dans ces cas-là, madame, on fait preuve d'honnêteté. De modestie ou d'humilité peut-être? D'humilité. On Ça, fait preuve, je suis d'accord. Sur on fait preuve l'humilité, d'honnêteté. Et on dit, en réalité, le pass sanitaire sert à vous obliger à vous vacciner. Et dans ces conditions, on ne met pas de pass sanitaire, on met une obligation vaccinale. J'y suis tout à fait Vous seriez contre? opposé. Oui. Moi, j'y suis tout à fait opposé. Mais ça aurait au moins le mérite de l'honnêteté et de la clarté, plutôt que de passer par l'intermédiaire d'un pass sanitaire dont on sait bien qu'en réalité, c'est une obligation J'ai vaccinale. une dernière question sur ce sujet quand même qui est assez crucial et qui va impacter toute la campagne électorale. Excusez-moi, on parle jamais de rien concernant la responsabilité de l'État sur la situation de l'hôpital quand même. Bien sûr qu'on en parle. Ah mais non, on n'en parle pas. Parce qu'en fait, le problème fondamental, c'est celui-là. Le problème fondamental, c'est que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de soigner les gens qui peuvent développer une forme grave qu'on sait mieux traiter. On essaye aujourd'hui. On essaye d'éviter d'en avoir. Qu'on sait quand même mieux traiter aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Il y a 13 à 20% de lits qui ne peuvent pas être ouverts parce qu'il n'y a pas de soignants. 13 à 20%. Et ça, c'est la conséquence directe des choix du gouvernement. Il est là le problème fondamental. Il est qu'on a laissé l'hôpital s'effondrer sur lui-même. Il est que les salaires des soignants ne sont pas assez revalorisés. Il est qu'ils sont maltraités. Il est qu'ils ont été brutalisés. Il est qu'aujourd'hui, il y a 20% des infirmiers et des infirmières qui envisagent de changer de travail. Quelle mesure vous prendriez pour l'hôpital? Moratoire sur la fermeture des lits. 5700 lits qui ont été fermés en pleine crise sanitaire. Moratoire sur la fermeture des lits. Revalorisation salariale pour rattraper le niveau salarial pour les infirmiers et les infirmières de l'OCDE, c'est-à-dire 10% de plus que ce qu'ils gagnent aujourd'hui, malgré le Ségur de la santé. Hein. En plus du Ségur. D'accord, en plus du Ségur de la santé. Ça, ce sont des décisions qui sont des décisions absolument urgente. Et à partir du moment où on a un hôpital qui tient debout, eh bien, on va gérer cette crise sanitaire qui, si ça se trouve, d'ailleurs, va durer 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais quand on va rester enfermé 5 ans, 10 ans sous la menace d'un confinement pendant 5 ans ou 10 ans. On n'est pas enfermé. Oui, mais si, parce que c'est toujours la menace qui est utilisée. Moi, je trouve ça détestable. C'est « Ah, il faut faire ça parce que sinon, on va vous confiner ». Et donc, il y a des gens qui
qui sont terrorisés et on les comprend. Parce que ce confinement, il a fait un mal fou à beaucoup de gens, Madame Écré. Il faut quand même dire ça. Il y a des enfants qui sont une augmentation des tentatives de suicide, du mal-être psychologique. Mais Enfin, justement, tout ça, ça a tout est des fait pour conséquences. l'éviter. Alors, non, tout ça n'est pas fait pour l'éviter. Je suis pas d'accord avec vous. Alors, en parlant de l'immigration, parce que c'est évidemment un des sujets dans votre programme et aussi dans le programme de beaucoup de candidats, vous l'avez observé, comme moi. C'est même un concours de propositions pour être le plus sévère, le plus rigoureux. Chez les LR, tous pour un référendum, tous pour se libérer de la contrainte de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de la République. Mais qu'est-ce qui fait que vous seriez, vous, plus efficace qu'un candidat Les Républicains comme Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse? Xavier Bertrand demande la fin des régularisations de ceux qui sont rentrés en France clandestinement. Valérie Pécresse, elle demande que les demandes d'asile soient faites à l'extérieur. Non mais stop. Vous voyez, Stop à l'inflation. Non mais écoutez, Ouais. stop. Ça fait 30 ans qu'on alerte les Français sur ce sujet. Ça fait des années qu'on dit il faut supprimer le droit du sol, arrêter le regroupement familial, il faut arrêter les régularisations de clandestins parce que c'est un appel d'air, il faut couper les pompes aspirantes et tous ces gens-là nous ont combattus. C'est pas qu'ils n'ont rien dit ni rien fait. Ils nous ont combattus sur ces sujets-là. Ils nous ont mis même parfois au banc de la société au motif que nous étions xénophobes, etc. etc. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent que 85% des Français sont d'accord avec nous sur ce sujet et donc ils viennent courir après ces thématiques de l'immigration. Je n'ai aucune confiance en eux. Et je pense qu'il y a des millions de Français qui n'ont aucune confiance en eux. Mais pourquoi? Parce que tous ces gens, ils étaient ministres avec Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui a supprimé la double peine. C'est-à-dire que c'est Nicolas Sarkozy qui a obligé les Français à garder sur le territoire national des gens qui sortaient de prison après avoir violé, tué, alors qu'ils étaient étrangers. C'est Madame Rachida Dati qui a fait disparaître le principe même de prison en dessous d'une certaine peine. Vous avez un certain nombre de mesures, et dans celles que j'ai citées, elles sont aussi dans votre programme de façon très claire. Mais par exemple, sur la situation à Calais avec les Anglais, vous êtes plutôt quelqu'un qui trouvait que Boris Johnson a pris de bonnes décisions. Aujourd'hui, face à un Boris Johnson qui dit qu'il veut nous renvoyer, entre guillemets, nos migrants, et qui a une législation du travail qui peut être critiquée, puisqu'il ne faut pas de carte d'identité, qui est une... voilà, on a eu des interviews de migrants à Calais où ils disaient tous, on veut aller en Grande-Bretagne, on ne veut pas s'installer en France. En général, quand ils sont à Calais, c'est qu'ils veulent aller en Grande-Bretagne. Hein. Voilà. Tous les autres, ils veulent rester en France. Mais bon, il y en a, c'est ceux qui sont à Calais, c'est très clair, et ils veulent aller en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous dites? Comment il faudrait se comporter avec Boris Johnson, qui, encore une fois, vous sympathisiez pendant la dernière campagne présidentielle sur le Brexit, sur ces différentes prises de position. Madame, je n'ai pas sympathisé avec M. Johnson, que je ne connais pas. J'ai juste dit le peuple anglais a le droit de décider pour lui-même. C'est quand même clair, ça. Je veux dire, moi, je suis une polytraumatisée du référendum de 2005. Hein. Pardon, je pense que je ne suis pas la seule. C'est-à-dire que les Français ont dit non à la Constitution européenne et les gouvernants ont voté dans leur dos pour leur imposer un texte qu'ils avaient refusé par référendum. Donc j'ai dit, arrêtez de faire du chantage et des menaces aux Britanniques qui choisiront tout seuls, librement, en majeur, en adulte, s'ils souhaitent rester ou s'ils souhaitent sortir de l'Union européenne. Pourquoi je veux faire un référendum sur l'immigration? Je vous signale d'ailleurs que, à la différence de beaucoup de gens que j'entends parler de référendum sur l'immigration, le mien, il est rédigé. Intégralement rédigé. Parce qu'un référendum, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas est-ce que vous êtes pour l'immigration, oui ou non. C'est un projet de loi très précis que j'ai rédigé, encore une fois, avec des conseillers d'État, avec des magistrats, et que tout le monde peut aujourd'hui consulter. Ça, c'est le sérieux. Ça, c'est du sérieux. Ça, c'est de la rigueur à destination des Français. Qu'est-ce que vous feriez dans l'affaire de Calais avec Boris Johnson? Moi, c'est pas moi qui ai signé les accords du Touquet. C'est pas moi qui les ai négociés. Mais s'il fallait que je les renégocie... Je précise que c'est un accord entre la Grande-Bretagne et la France pour que les migrants n'arrivent pas en Grande-Bretagne en échange d'une certaine somme, de millions d'euros, pour résumer. Oui, enfin, c'est un peu plus compliqué, ça. C'est-à-dire qu'en réalité, plutôt que de mettre la frontière
sur les côtes britanniques, on met la frontière sur les côtes françaises pour éviter quoi? Pour éviter que les migrants fassent ce qui s'est passé il y a quelques Naufrage, jours. bien sûr. C'est-à-dire prennent des bateaux et aillent se noyer au milieu de la Manche. Bon, je trouvais que c'était plutôt bien comme concept. Maintenant, ce que je renégocierais dans les accords du Touquet, c'est que je dirais à M. Johnson, écoutez, vous êtes bien gentil, hein, mais nous-mêmes, on est full up. Donc, si vous avez des clandestins qui arrivent sur le territoire britannique, vous les renvoyez pas en France, vous allez les renvoyer dans leur pays d'origine. Voilà, d'accord? Parce que nous aussi, on a, a priori, entre 700 000, dit M. Darmanin, 900 000, dit M. Stefanini, 1 million de clandestins. Voilà, que l'on doit nous-mêmes renvoyer dans leur pays d'origine. Et donc, chacun fera sa part du travail. Voilà ce que je dirais. Mais fondamentalement, le problème, c'est empêcher les clandestins d'entrer en France. Et là-dessus, rien n'est fait. Enfin, Emmanuel Macron, encore une fois, n'a strictement rien fait. Il a laissé la situation telle qu'elle. M. Darmanin a beau s'agiter dans tous les sens, parler, là encore, montrer ses muscles. Les obligations de quitter le territoire ne sont pas appliquées. Il y a toujours... Juste un mot là-dessus. Vous, comment vous feriez précisément pour les faire appliquer, pour que les pays d'origine acceptent le retour de clandestins ou de radicalisés qu'on souhaite expulser? Bon, en un mot, enfin rapidement, parce que je voudrais... rapidement, oui. Eh bien, je ferai un bras de fer. Voilà, je ferai un bras de fer. Je leur dirai, écoutez, soit vous respectez le droit international et vous reprenez vos ressortissants, soit j'arrête les visas totalement. Je ne délivre plus un seul visa à destination au bénéfice de votre pays. Deuxièmement, j'envisage même éventuellement de limiter les transferts de vos propres compatriotes qui travaillent en France vers leur pays d'origine. Transfert d'argent. Oui, des transferts d'argent. Donc c'est la proposition qu'a fait Arnaud Montebourg. Non, c'est la proposition que j'ai faite depuis très longtemps et qu'Arnaud Montebourg a trouvé manifestement très bonne. Tant mieux, je veux dire, moi, plus il y a de gens que j'arrive à convaincre, mieux je me porte. Mais c'est sûr qu'il faut faire preuve. Il l'a retiré. Bon, ben voilà, vous voyez, du coup, je reste la seule à la porter. Bon, c'est ça le courage. C'est ça le courage. Le courage de non, mais c'est ça le courage. C'est quand on défend une idée, il faut la défendre. Si vous la défendez et dès il y a quelqu'un qui dit ah non, c'est pas bien, c'est quand même méchant, Monsieur Montebourg, eh bien on la retire. Ces gens-là, ben, on ne peut pas leur faire confiance pour régler le problème. Moi, je veux le régler encore une fois avec sans excès et sans faiblesse. Mais dans le référendum que je propose, je ne vois pas ce qu'on peut mettre de plus pour régler le problème de l'immigration. Et d'ailleurs, Éric Zemmour en parle beaucoup d'immigration. Je n'ai pas entendu une seule proposition de plus, en réalité, pour régler le problème de l'immigration, que celles qui sont déjà intégrées dans le référendum que j'ai proposé. Sur l'islam et l'islamisme, écoutez Éric Zemmour hier. Alors, dans un instant, on va l'écouter, puisque c'est une autre des questions qui vous sépare, en fait. Vous dites l'islam... Je ne sais plus. Je ne sais plus parce que j'ai le sentiment qu'il a évolué sur ce sujet. Il nous a expliqué, enfin moi, il m'a assez brutalement accusé d'avoir dit que l'islam était compatible avec la République et que moi je luttais. Bien sûr, vous l'avez dit, vous le répétez. Oui. Je le dis depuis des années. Et que moi je lutte contre l'islamisme, c'est-à-dire je ne lutte pas contre une religion, je lutte contre une idéologie, qui est une idéologie qu'on appelle l'islam politique également, et qui vise à imposer la charia, c'est-à-dire un certain nombre de règles qui vont évidemment à l'encontre de nos valeurs, de nos lois, de notre constitution, etc. Est-ce que vous dites comme lui? Alors hier, il a répondu à une question de Gilles Boulot, qui lui a demandé s'il serait le président de tous les Français. Et il a dit « je serai le président de tous les Français ». Mais voilà, on va l'écouter justement. Le président de la République est le président de tous les Français. Et moi, je serai évidemment le président des Français de confession musulmane. Vous savez, j'ai toujours dit, contrairement à beaucoup d'autres, je ne distingue pas entre l'islam et l'islamisme. Parce que ça, c'est la même chose. C'est une fausse distinction. En revanche, je distingue entre l'islam et les musulmans. Et j'appelle tous les musulmans à s'assimiler et à renoncer à la pratique de l'islam qui consiste à imposer un code juridique et politique. Vous êtes d'accord? Ah non, écoutez, non, je suis désolé, parce que là, pour le coup, il dit en réalité, je demande aux musulmans d'abandonner leur foi. Moi, je ne leur demande pas ça. Parce que moi, je suis très respectueuse de la Constitution française et de la liberté de conviction, y compris religieuse. Car dans la Constitution française,
la religion est une conviction comme une autre. Or, moi, je suis attaché à cette liberté de conviction, donc je ne vais pas demander à des gens d'abandonner leur foi. Enfin, je veux dire, en revanche, je vais lutter contre l'islamisme. Mais je ne vais pas dire, je lutte contre l'islamisme. Non, J'ai justement. rédigé une proposition de loi très précise, Justement, encore une fois. dans cette proposition, vous parlez d'idéologies islamistes au pluriel, Oui. et dans lesquelles j'ai pris au hasard deux articles. L'article 7, vous dites « Tout étranger qui de façon habituelle diffuse des idéologies islamistes peut, quelle que soit sa situation familiale, faire l'objet d'une décision d'expulsion. Oui. » Alors on peut dire que c'est déjà déjà, la définition des idéologies islamistes par rapport à la liberté d'opinion, ça peut être sensible, mais... Non, bon. non, mais c'est décrit dans l'article 1er, hein. C'est-à-dire, c'est décrit très clairement l'incompatibilité radicale qui peut exister entre ces idéologies et les droits, libertés et principes reconnus ou consacrés par la Constitution, et notamment la dignité de la personne humaine, la liberté de conscience et d'expression, le respect de la laïcité de l'État, les procédures démocratiques, des institutions, la primauté de la loi commune. Donc tout est décrit. Tout est décrit de manière très précise. Mais pour moi, si vous voulez, l'islamisme, c'est comme le nazisme ou le racisme. C'est une idéologie. Il faut donc la combattre partout où elle s'exprime, dans les écrits, dans le financement dont elle peut faire l'objet, dans la promotion dont elle peut faire l'objet, dans les associations où elle est soutenue. Voilà. Concrètement, justement, par exemple, dans cet article 7, vous dites il ferait l'objet d'une expulsion s'il diffuse cette idéologie. Dans l'article 10, vous dites qu'il y a une interdiction dans l'espace public de tenues ostentatoires des idéologies islamistes. Oui. Alors, c'est quoi les... C'est le voile. Ah, c'est le voile, voilà. Ah oui, clairement. Donc, c'est interdiction C'est le voile, oui, totale du voile dans la rue. Oui, mais je me suis dans déjà... l'espace public. Bien sûr, mais je me suis déjà exprimé encore une fois sur ce sujet. Vous savez, moi, j'ai une belle persévérance, hein. Et comment vous faites pour contrôler? Parce que vous savez que la loi sur la burqa a déjà été adoptée, elle est appliquée, mais parfois c'est pas tout à fait facile. Pour appliquer une loi sur le voile tous les jours dans la rue, et puis vous allez avoir un certain nombre de personnes et d'individus qui vont dire c'est ma foi, mon voile c'est ma foi. Non, le voile... Dans la rue, je veux dire, hein, je ne parle pas dans une administration, dans une école, évidemment, on a déjà... ces questions-là, elles sont... Non, mais la loi, c'est la loi, et tout le monde s'y plie. Et celui qui ne veut pas s'y plier et qui est étranger dans notre pays, il repart. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est comme si vous me disiez « Ah oui, vous comprenez, oh là là, ça va être très compliqué, on a demandé aux gens de mettre leur ceinture de sécurité, mais alors comment est-ce que vous allez faire pour contrôler ?» On a contrôlé et tout le monde met sa ceinture de sécurité. Voilà, c'est comme ça la loi. La loi, et notamment la Constitution, qui est la loi suprême, elle doit être respectée par tous. Et aujourd'hui, si elle n'est pas respectée, c'est parce que d'abord le message n'est pas clair, c'est parce que nos gouvernants ne sont pas clairs eux-mêmes avec leurs propres convictions, c'est parce que nos policiers n'ont pas les ordres, et d'ailleurs bien souvent quand vous discutez avec eux, ils vous disent « Écoutez, nous on nous dit de pas... en réalité, sanctionner les voiles intégrales. Quand on les croise, on nous dit, bon, laissez tomber, ça va créer des incidents, etc. Si on renonce à appliquer la loi, alors il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus de gens qui la violent. Et dans le plan banlieue, vous dites aussi qu'il faut lancer un plan de vérification des titres de séjour des occupants des HLM. Oui. Et alors, comment vous faites concrètement? Parce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui vont taper à la porte de chaque appartement pour savoir si les locataires ont des papiers en règle. Enfin, écoutez, la moindre des choses. Le logement oui, mais social... sur le principe, j'entends ce que vous dites, mais je parle de la faisabilité et quel rapport il y a entre une promesse ou un programme et une application. Mais il y a 1000 moyens. Vous croyez très honnêtement, il y a des gens qui sont dans ces logements sociaux, qui sont des clandestins, vous croyez que c'est normal? Alors qu'il y a des Français qui sont à la rue, qui attendent un logement social depuis 10 ans. Comment vous faites? Mais enfin, écoutez, il suffit d'aller regarder les fichiers, il suffit de croiser éventuellement les fichiers des locataires de HLM, il suffit aussi d'aller demander au bailleur de s'assurer et d'avoir, lui, la responsabilité que les personnes qui sont dans les logements, évidemment, sont en situation légale. Bon, moi, en même temps, si vous voulez, je suis pour la priorité nationale. C'est-à-dire, je pense que les logements sociaux doivent être accordés en priorité aux Français. Parce que c'est normal, ils sont dans leur pays et que les Français les plus modestes doivent être servis en premier par rapport à ceux qui n'ont pas la nationalité française. Tout ça me paraît être une évidence. Ça choque un certain nombre. Je ne comprends même pas pourquoi ça choque, moi. Vous voyez, donc ça me dépasse. Donc, voilà. Mais je pense qu'il ne faut jamais renoncer à faire appliquer la loi, car c'est en renonçant qu'on se retrouve dans la situation anarchique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les droits des femmes, est-ce que vous allez faire une affiche Marine femme d'État? Il paraît que c'est quelque part prévu.
Peut-être, c'est ce que j'aspire à être, une femme d'État. Oui, mais vous avez beaucoup critiqué évidemment, et je l'ai fait aussi, en tout cas en posant des questions, la position d'Éric Zemmour sur la place des femmes dans la société, et beaucoup de féministes le font. Mais est-ce que du coup vous êtes pour autant devenu féministe, défenseur des droits des femmes, et par exemple pour avoir une preuve entre guillemets, quel budget vous mettriez sur les luttes contre les violences contre les femmes? Aujourd'hui, c'est 300 millions d'euros. Les féministes, globalement, celles qui luttent contre les violences contre les femmes, demandent 1 milliard. Oui, mais pourquoi pas, si ça le nécessite? Si ça le nécessite. Le problème, si vous voulez, c'est que moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se passe en Espagne, et qu'en réalité, en Espagne, ils ont parfois des dispositifs qui sont assez similaires à ceux que Mme Schiappa a mis en œuvre, sauf qu'en Espagne, ils sont 10 fois plus développés qu'ils ne le sont en France. Or, ils ont 2 fois moins de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Ça prouve que ça fonctionne. Donc oui, il faut peut-être pas 1000 bracelets comme on en a aujourd'hui anti-rapprochement, mais peut-être 10 000 ou 13 000 comme c'est le cas en Espagne. Et donc pourquoi pas le milliard? Il faut, mais pourquoi pas? Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire d'ailleurs. 1 milliard, ça me paraît beaucoup. Déjà, je voudrais doubler le nombre de magistrats, car évidemment, nous sommes en sous-effectif de magistrats. Et bien sûr, les femmes qui sont fragilisées sont peut-être les plus en attente de pouvoir avoir des magistrats qui peuvent être d'ailleurs, comme en Espagne, des magistrats spécialisés dans les violences intrafamiliales. Voilà, c'est l'heure de l'arrivée de François Langlais. Merci beaucoup. Ah ben on parlait de chiffres. Il nous rejoint. Merci François de nous rejoindre. Éditeur économique TF1 LCI. Et dans vos propositions économiques, on n'a pas connu une telle croissance depuis 1973, même si elle est aujourd'hui menacée par la crise sanitaire et par l'inflation. Alors là-dessus, on va essayer de voir aussi de quelle façon vos propositions sont crédibles face à cette élection. Première question sur la monnaie. C'est votre troisième candidature à la présidentielle. En 2012, vous vouliez sortir de l'euro, l'Union monétaire européenne, et revenir au franc français. En 2017, changement de cap, vous vouliez les deux monnaies en parallèle, le franc et puis l'euro. Et puis aujourd'hui, nouveau tête à queue, plus question de revenir au franc. Vous dites finalement l'euro, c'est pas si mal. Alors on pourrait se dire, bon, qu'est-ce que ça va être en 2027? Encore, je ne sais pas, le dollar américain ou le rouble russe? Plus sérieusement, comment est-ce qu'on peut changer d'avis sur une question aussi essentielle que la monnaie qui est le socle de l'économie? Non, monsieur Langlais, pas cette question-là, pas cette caricature et pas vous. Attendez. Parce qu'en fait, on pense la même chose. Laissez-moi terminer. Parce qu'en fait, on pense la même chose. 3 positions. Non, ça n'est pas tout à fait vrai. Nous avons modifié notre positionnement sur l'euro le lendemain de l'élection présidentielle. D'ailleurs de 2017. Donc c'est pas récent, c'est pas juste là pour la présidentielle. 2012, 2017, 2022, c'était en 2018. Bon. Mais pourquoi? Mais parce que ça fait maintenant plus de 20 ans. C'est ça le problème, monsieur Langlais. Moi, je n'aime pas cette monnaie. Je vous l'ai dit, je le redis. Je pense que ça a été un inconvénient. Je pense que c'est une des raisons de la désindustrialisation du pays. Je pense que c'est un des inconvénients en termes de compétitivité de notre pays. Mais maintenant, ça fait plus de 20 ans que nous avons l'euro. Et surtout, il s'avère, et ça c'est plutôt pas trop mal, que l'Union européenne elle-même a changé. C'est-à-dire qu'elle a assoupli sa politique monétaire. Vous êtes d'accord avec moi? Les dogmes qui étaient les siens et qui étaient les plus insupportables pour nous, eh bien, ont été assouplis. On ne parle plus des critères de Maastricht. Hein. C'est terminé. Ça va revenir probablement, mais on n'y est pas. Je suis pas sûr. C'était le dogme absolu. On ne parlait que de ça. Vous-même, vous ne parliez que de ça. On ne pouvait pas évoquer une seule mesure sans qu'on nous dise « Oh là là, les dogmes de Maastricht ». Bon, c'est terminé, il n'y a plus de dogmes de Maastricht. Et surtout, il y a eu de la création monétaire. Et monsieur Langlais, vous vous souvenez, parce que ça fait longtemps qu'on se fréquente sur les plateaux, que quand je suggérais de sortir de l'euro et que je disais il faudrait faire de la création monétaire, on me traitait de folle. On me disait elle est folle, vous avez créé de l'inflation, c'est épouvantable la planche à billets. Et en réalité, l'Union européenne a fait ce que je suggérais de faire. Il y a d'ailleurs de l'inflation et la planche à billets. Ouais. Oui, enfin bon. C'était pas mal. Elle a fait de la planche à billets. Donc, les énormes inconvénients de l'euro se sont quand même amoindris. Et à partir du moment où les Français souhaitent rester dans cette monnaie, le deal qu'ils nous donnent, c'est de dire il faut améliorer la situation économique du pays en conservant l'euro. Eh bien, nous allons améliorer la situation économique du pays en conservant l'euro. Sur un autre sujet qui concerne beaucoup les Français, c'est la retraite. Vous avez des propositions assez tranchées. Vous voulez avancer l'âge légal de la retraite à 60 ans, avec 40 ans de cotisation. C'est aujourd'hui 62. Et cette mesure sera-t-elle en vigueur dès le début de votre quinquennat, si vous êtes élu, c'est-à-dire en 2022 ou 2023?
J'ai une priorité absolue, c'est mon référendum sur l'immigration. On la mettra en place le plus rapidement possible, probablement exactement de la même manière qu'on a augmenté, c'est-à-dire de manière progressive, pour qu'à la fin du mandat, on arrive effectivement à une retraite. Ça sera à la fin du mandat, donc. Non, parce que ce sera progressif, si vous voulez. Enfin, vous savez très bien comment ça fonctionne. C'est en fonction des années. Donc, progressivement, on va revenir à une retraite à 60 ans avec 40 annuités. La retraite à 60 ans en elle-même, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. C'est les 40 annuités le plus important. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous avez... Non, mais je voudrais expliquer. C'est 43 aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Pour nos téléspectateurs, aujourd'hui, c'est 3 de moins que ce qui se passe aujourd'hui. C'est 43. Aujourd'hui, l'âge moyen de départ à la retraite, c'est 62,8 ans en 2020. Et seulement 49% remplissent les conditions d'une retraite à taux plein. C'est-à-dire que moins de 50% des gens ont une retraite à taux plein à 62. Seulement pour la retraite complémentaire. D'accord. Ce n'est pas le cas pour la retraite de base, donc, où il y a une proportion beaucoup plus importante. Donc, 40 annuités, je trouve que c'est raisonnable. Pourquoi? J'essaie d'expliquer aux Français qui nous écoutent que c'est plus important que l'âge de départ à la retraite. Pourquoi? Parce que quand vous démarrez à 20 ans, si vous avez 40 annuités, vous pouvez partir à partir de 60 ans. Mais il est sûr que en l'espace de 30 ans, 40 ans, et oui, il y a eu un décalage, bien évidemment, il y a eu un décalage d'entrée dans la vie professionnelle qui fait que aujourd'hui, la moyenne, c'est 25 ans à peu près d'entrée dans la vie. Entre 22 et 25, disons. Voilà, entre 22 et 25, en raison de beaucoup de jeunes qui font des études. Et donc, 40 annuités, eh bien, ça amène à 62, 63 ou 64. Le problème, c'est que prendre sa retraite plus tôt, ça coûte à la Sécu entre 15 et 20 milliards d'euros par an. Alors qu'aujourd'hui même, dans le système que vous trouvez injuste, c'est-à-dire départ à 62,8 années, les Français partent à la retraite 4 ans plus tôt que les autres pays de l'OCDE en moyenne. Alors même que, vous vous souvenez que la retraite à 60 ans, c'était évidemment François Mitterrand qui l'avait mise en œuvre en 81. Ah, puis si. Avec 37 annuités et demie, quand même. Oui, mais à l'époque, l'espérance de vie était 10 ans inférieure. D'accord. Et je vous rappelle que la retraite, et je vous rappelle quand même que les 40 annuités, c'est Balladur, c'était pas un ignoble gauchiste quand même, hein. Enfin, me semble-t-il. Oui, c'était il y a 30 ans. Depuis, l'espérance de vie a beaucoup progressé. Comment vous faites Monsieur Langlais, l'espérance de vie... d'ailleurs. Mais l'espérance de vie en bonne santé, elle a autant augmenté que ça? Écoutez, l'espérance de vie, c'est 10 ans d'écart entre 80 et aujourd'hui pour les hommes et 8 ans pour les femmes. L'espérance de vie en bonne santé, monsieur Langlais. Pas l'espérance de vie avec l'incapacité de profiter des quelques années alors que vous avez travaillé durant 40 années. Ça vaut certainement pour des métiers difficiles. Pour autant, la règle générale, ça vous coûtera entre 15 et 20 milliards d'euros. D'où viennent-ils? Comment vous financez ce projet de retraite, c'est-à-dire de retour en arrière, entre guillemets, à 40 ans de cotisation et à 60 ans, à l'âge de 60 ans? Eh bien, je vais d'abord mettre en place une grande politique de natalité. Parce que pour sauver le système de retraite, il faut faire des enfants. Bon. Oui, alors, et donc, on met quand même 25 ans à faire quelqu'un qui travaille. Ah oui, mais vous savez, monsieur Langlais. Non, mais monsieur Langlais, vous savez, la politique, c'est ça. C'est prévoir. Et c'est, si possible, avoir du temps long. Parce que, vous voyez, si on avait prévu, on ne se retrouverait pas avec un numerus clausus de médecins qui fait qu'on va chercher des médecins étrangers parce qu'on n'a plus de médecins français. Vous voyez. Donc, moi, je veux prévoir. Et deuxièmement, on recrée de l'emploi. Parce que la réalité, c'est qu'il manque, en fait, dans le nombre de salariés privés, il manque 2 millions de travailleurs. Il faut donc recréer de l'emploi. Il n'y a jamais eu autant d'emplois salariés en France qu'aujourd'hui. Alors, vous pouvez en créer davantage. Vous avez raison, mais c'est la raison pour laquelle, monsieur Langlais, a arrêté de faire peur aux Français avec des visions apocalyptiques sur la retraite. On est toujours en train de nous expliquer que la retraite, c'est un drame, c'est épouvantable, etc. Le corps nous dit exactement l'inverse. Il nous dit, mais non seulement c'est pas un drame... d'orientation des retraites. Il nous dit, non seulement c'est pas... Tiens. Oui. Non seulement ça n'est pas un drame, rapport, c'est un drame, le pourcentage de PIB réservé au paiement des retraites, en réalité... 14%, c'est l'un des chiffres les plus élevés au monde. Voilà, il va descendre. D'ailleurs, il va descendre à 13,7 en 2022. Et même, il va baisser de 2030 à 2070 à 11 à 13%. C'est parfaitement soutenable. C'est ça la mesure de la soutenabilité, en réalité, d'un régime de retraite. Alors...
nous allons mettre en place les conditions d'emploi supérieur. Arrêtez de me dire qu'il n'y a jamais eu autant d'emplois en France. Il y a 5 800 000 chômeurs. C'est vrai. Bon, Sur les régimes spéciaux, Juste Madame Le avant de Pen. finir, pardon, juste un mot, parce qu'il y a une question encore une fois, de crédibilité. Est-ce que vos propres électeurs croient à un retour à la retraite à 60 ans, puisque... Enfin, mais on a l'impression que c'est la Lune. Mais pour ceux qui ont des travaux pénibles, certainement. Mais pour ceux qui travaillent de façon plus agréable ou qui leur Moins donne au moins un fatigante. revenu plus consistant qu'une retraite, pourquoi est-ce que la retraite à 60 ans serait cette perspective? Et est-ce qu'ils y croient vraiment? Ils savent très bien que tous les autres pays l'ont fait. Et moi, je me demande si vos électeurs y croient vraiment. L'intérêt de la proposition que je formule, qui est parfaitement juste sur le plan social, c'est que précisément les travailleurs manuels, bien souvent, ils démarrent jeunes, ils commencent tôt, ils commencent à 20 ans, ils commencent à travailler, ou à 18 ans même, ou à 20 ans. Eux, ils pourront partir à 60 ans parce que le travail manuel, c'est dur, et qu'à 60 ans, on est usé. On peut comprendre ça quand même, Ça, parce c'est qu'on des fait preuve régimes. d'humanité avec la terre entière, mais on considère qu'on ne doit pas faire preuve d'humanité avec ceux qui ont travaillé 40 ans de leurs mains, dans le froid, c'est des tôt le régimes de matin, pénibilité. la nuit. En revanche, vous et moi, Madame Elkrief, qui avons fait, ou Monsieur Langlais, qui avons fait des études et qui avons très certainement eu notre premier emploi à 24 ans, 25 ans, 26 ans. Mais nous, il n'y a pas de problème. Nous, on peut travailler jusqu'à 65 ou 66 ans. Aucune difficulté pour ça. Donc, vous voyez, ma proposition, elle est juste. Et précisément, elle évite d'ailleurs le problème, le casse-tête effrayant du calcul de la pénibilité. Il n'y a plus besoin de calculer la On a quand pénibilité même compris que le grâce à financement cela. était un peu nébuleux, que vous spéculez sur l'augmentation du taux de natalité et la création d'emplois. Mais monsieur Langlais- On souhaite ça à la France. Mais Monsieur pour Langlais, autant, je vais faire des tas d'économies, croyez-moi. Croyez-moi, je vais faire des tas d'économies. Vous voyez, je vais faire des économies sur les éoliennes, je vais faire des économies sur la mise en réseau, sur la mise Il faudra financer les centrales nucléaires. du réseau. Non, pardon. Quelques mots Non, sur non, les non, impôts. non, 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 Quelques non, mots non, sur non, les non, impôts. non, 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 non. Où est-ce que vous allez faire des coup-là, économies, alors? On me le faisait quand j'étais jeune, on me le fait plus. C'est-à-dire Je vais faire des économies sur l'immigration. D'ailleurs, je vous invite à venir demain. Je fais une conférence de presse sur le chiffrage de mon projet d'économie sur l'immigration. C'est combien? 16 milliards par an. 16 milliards par an. Je vais faire le chiffrage également, d'ici quelques semaines, de la lutte contre la fraude. 15 milliards, je suis raisonnable. Hein. Il y a même des gens qui parlent de 45 ou 50 milliards. Vous voyez, je suis raisonnable, je dis Ça n'est 15 pas raisonnable milliards. du tout, pour le Ça coup. fait 30 milliards déjà par an. Vous avez balayé la mise, encore une fois, du réseau électrique en adéquation avec 30 milliards, ils sont déjà mangés les par énergies la réforme des intermittentes. retraites, C'est hein. 100 milliards de prévus. 100 milliards de prévus. Il y a des économies à Quelques faire. mots sur la fiscalité, Monsieur Madame Le Langlais. Pen. Vous voulez supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Alors, on se pose la question, justement, vous qui ambitionnez d'être juste, ça semble quand même être une mesure assez inégalitaire. Ça veut dire que un jeune banquier d'affaires comme Emmanuel Macron, il y a 30 ans, il y a 15 ans, quand il avait 30 ans, alors qu'il gagnait sa vie plus que bien des centaines de milliers d'euros par an, le voilà exonéré, grâce à vous, d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, si c'est fait pour lutter contre l'exil fiscal, puisque ça semble être votre objectif, et les départs à l'étranger de jeunes, vous ne faites jamais que repousser ces départs, puisque dès lors que ces jeunes ont 30 ans, les voilà frappés par l'impôt sur le revenu qui revient. Pourquoi pas baisser l'impôt sur le revenu pour toutes les générations et être véritablement juste, puisque c'est votre objectif? Alors, je vais essayer de reprendre dès le début. Je vous rappelle quand même que même quand on ne paye pas l'impôt sur le revenu, on paye quand même 40% d'impôt. Hein. Bien sûr. D'accord, bon. Non, mais parce qu'on a l'impression que l'impôt sur le revenu, c'est l'intégralité des impôts qu'on Non, paie. non. Bon, Quand on gagne bien sa vie, D'accord, bon. l'impôt sur le revenu, La c'est réalité, lourd. c'est que pour un banquier d'affaires, c'est c'est que très lourd. vous payez quand même 40%. Donc moi, je veux exonérer d'impôt sur le revenu les moins de 30 ans, effectivement parce que je veux qu'ils restent en France. Parce que leur départ de la France, en réalité, nous coûte également extrêmement cher. Et que ce que je leur aurais rendu pour leur aider à commencer leur vie, à prendre un prêt, à s'installer, à créer une famille, peut-être à monter d'ailleurs leur société, parce que je souhaite également exonérer les jeunes créateurs d'entreprises pendant 5 ans d'impôts sur les sociétés. C'est la Eh bien, Startup Nation à la mode. non, locale. non, c'est que c'est la jeunesse qui va nous sauver, Monsieur Langlais. C'est elle
qui, par son dynamisme, par son investissement, par le fait qu'elle ne parte pas, parce que moi, quand Et on me alors, dit comment- 80% des jeunes veulent partir de France si on leur offre un meilleur emploi, 80%, je me dis qu'il y a quand même un énorme problème. C'est pas le seul. Non, non. C'est pas le seul. C'est pas ce qu'on Parce- voit dans les chiffres. C'est pas le seul. Heureusement, d'ailleurs. Hein. Ah, je suis Mais- désolée, si, c'est ce qu'on voit dans les chiffres. Il y a un sondage qui dit que 80% des sondage, jeunes non, je veux seraient dire, prêts c'est le à chiffre de partir départ. à l'étranger pour avoir un meilleur emploi. Eh bien, je leur offre en réalité un emploi qui paye mieux, puisque je les exonère jusqu'à l'âge de 30 ans de l'impôt sur le revenu. Je veux qu'ils restent en France, je veux qu'ils participent à l'activité économique de notre pays, parce qu'un pays qui perd sa jeunesse, c'est un pays qui perd sa Est-ce que- vitalité. Combien Donc, c'est alors- important. Non, mais c'est très important et c'est une proposition sur laquelle on voulait revenir avec François. Mais il n'y a justement, pas parce que d'ailleurs. Hein. Je parce- fais beaucoup d'autres choses pour les jeunes. Hein. Oui, mais alors justement bien là-dessus, compris. simplement, parce que celle-là, elle est un peu spectaculaire, elle fait parler évidemment. Combien ça coûte? Et encore une fois, on revient sur la crédibilité. 2 milliards. Sur l'argent. Vous allez faire des économies dans tel domaine, vous allez faire des économies. Mais chaque mesure que vous proposez coûte un certain nombre, enfin une somme importante. Où vous les Non, pas trouvez? toutes. Non, pas toutes. Ça, Bon, alors, ça donc, coûte 2 milliards. Ça coûte 2 milliards. Mais en réalité, vous savez bien comment c'est quand on est jeune. Quand on est jeune, en réalité, on réinjecte beaucoup plus facilement dans l'économie l'argent que l'on a que quand on est, par exemple, une personne âgée. C'est d'ailleurs pour ça que je mets en place des capacités de donation des parents vers les enfants et des grands-parents vers les petits-enfants à égalité, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, à 100 000 euros tous les 10 ans. C'est-à-dire que des parents ou des grands-parents pourront donner jusqu'à 100 000 euros à leur enfant ou à leur petit-enfant tous les 10 ans. Pourquoi? Parce que je veux réinjecter, parce qu'on est en situation de reprise et je veux réinjecter cet argent dans l'économie. Et je sais bien que les personnes âgées, par définition, dépensent moins, réinjectent moins dans l'économie que Mesure ne le pouvoir font les d'achat, jeunes. justement, vous en avez plusieurs. Hein, vous voulez, dites-vous, rendre un mois de salaire aux Français pour améliorer leur pouvoir d'achat. Alors, il y a plusieurs mesures. Il y a des baisses de taxes sur les carburants. Ça peut se faire vite. Un mois de salaire? Oui, c'est ce que vous avez dit? Oui, enfin, oui. 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 Non j'avais dit 150 à 200 euros par mois. J'ai dit. Ben, ça correspond à peu près à un mois de Ça salaire dépend. médian. Oui, voilà. Hein, c'est ça. Non, c'est pas du tout pour... Mais vous me l'avez déjà fait, ça. C'est-à-dire... Et j'ai refait vos calculs. Ça ne fait pas 74 milliards. Non, là, Ah bon, d'accord. on est à peu près dans les eaux qu'on discute. Ok. Nous sommes à peu près d'accord sur les chiffres. C'est en gros 2 000 euros par an. C'est ça que vous voulez rendre aux Français. Oui, c'est ça, à peu près, oui. Donc on est absolument d'accord. Et avec baisse des taxes sur les carburants, ça peut Oui. se faire vite. Bon, il faut quand même le financer. C'est encore ça qui s'impute sur vos économies. Mais aussi alors avec la nationalisation des autoroutes pour faire baisser le prix des péages. La nationalisation des autoroutes, c'est 40 à 45 milliards d'euros. C'est à peu près l'équivalent du budget de l'éducation nationale sur un an. C'est-à-dire ça sert à payer 1 million de professeurs et de fonctionnaires. On se dit, est-ce que ça vaut le coup de consacrer autant d'argent à une cause qui ne justifie probablement pas faire gagner quelques euros aux vacanciers qui prennent l'autoroute l'été? Oui, ça vaut le coup parce qu'on a été spoliés en réalité, Monsieur Langlais. On a été volés, les Français ont été volés. C'est eux qui ont payé les autoroutes et quand les autoroutes ont été rentables, on a vendu des concessions et on les a vendues Pardonnez-moi. à un prix bien inférieur. Ils vont les que ce repayer qu'elles 45 rapportaient. milliards, c'est-à-dire... Non, vous oui, allez- enfin, bah si, c'est dans la pas dette. tout à fait vrai parce qu'en réalité, les sociétés ont 30 milliards de dettes au passage. Bon. Mais moi, je pense que c'est absolument nécessaire. C'est nécessaire parce que les autoroutes, c'est aussi un moyen de réaménager le territoire. Or, on ne créera pas un rééquilibrage des territoires entre les métropoles et les territoires ruraux si on n'est pas capable de financer des sorties d'autoroutes, si on n'est pas capable de financer les moyens pour les entreprises de pouvoir se réinstaller, notamment 45 milliards, c'est de la dans dette des villes moyennes. Non, ça ne coûtera pas 45 milliards. Mais je vous donnerai tout ça dans mon... Ça s'évalue en dizaines de c'est- milliards de toute façon. Moi, à mon avis, moins de 40 milliards. Sans compter, à mon avis, la procédure qu'il va falloir faire quand même pour aller demander un petit peu ce qui s'est passé. Je vous vois opiner de la tête. C'est Toutes les probablement- conventions peuvent se regarder Oui, et se c'est- discuter. oui, parce que Ça, on c'est sait- tout oui, à fait oui, non, mais légitime. parce qu'on sait très bien qu'il y a dans cette opération-là des choses que je trouve, moi, éminemment Marine Le Pen, suspectes. Comme Oui. François Langlais l'expliquait, vous voulez rendre ces 2 000 euros par an Oui. aux Français avec un certain nombre de moyens, donc notamment la nationalisation des autoroutes, la privatisation de l'audiovisuel public, la baisse de la CSG et de la baisse des taxes. Ah, la baisse de la CSG, c'est pas moi. Mais... Bon, alors la baisse des taxes, très bien.
parce que je me disais que ça faisait La beaucoup. baisse des taxes sur le La baisse des taxes sur l'énergie. Sur les carburants. Voilà, je trouvais que ça faisait beaucoup parce que, pareil, je me disais, ça va prendre un certain temps. Est-ce que vous allez pouvoir... Pourquoi un certain temps? Parce que le temps de privatiser, de renationaliser les autoroutes, de Non, mais- privatiser, etc. Bon, donc Non, ce mais que je veux madame- dire, c'est est-ce que vous allez pouvoir Non, mais madame rendre Ecrieff- ces 2000 € par Madame- an aux Français tout de suite? Mais madame Ecrieff, rien ne se fait jamais tout de suite. Ah, d'accord. Mais vous voyez la baisse Non, de mais la TVA. justement, c'est Non, mais la baisse de la TVA sur l'énergie, c'est-à-dire fuel, électricité, gaz et carburant, Ça, de vous pouvez 20 le faire. à 5,5 tout de suite. Oui, mais ça, c'est 12 milliards qu'on rend aux Français quand même, pardonnez-moi. Et ces 12 milliards Euh, qui viennent d'où, pardon, mais- d'être un peu insistant sur les chiffres? mais encore une fois, il y a C'est des votre économies. trésor sur la fraude Il y a et les des étrangers. économies. Mais c'est marrant quand même, ce mépris que vous avez. Ah non, non, pas C'est du leur tout. argent quand même, vous voyez. C'est leur argent. Moi, ce qui m'inquiète, Madame Le Mais Pen, c'est incroyable. c'est que vous donniez Mais de l'argent oui. aux Français d'aujourd'hui en le prélevant pour les Français de demain Mais avec de la non, dette. non. Ça, c'est M. Macron, ça. D'accord. Ah, Donc c'est vous allez dire certainement ça, lui M. aussi. Macron, C'est qui a fait certainement 500 lui aussi. milliards d'euros de dettes, avec la bénédiction des économistes de Ça ne votre style. justifie pas D'accord. qu'on ne soit pas vigilant à Moi, je l'avenir. ne le ferai pas, Monsieur Langlais. Vous me permettrez de vous annoncer d'ici quelque temps la manière dont je vais d'ailleurs financer un certain nombre de choses. Je l'ai déjà évoqué, évoqué rapidement, mais je l'évoquerai beaucoup plus en détail. Vous savez que je souhaite faire un grand emprunt auprès des Français, une sorte de fonds souverain pour l'investissement et pour l'emploi, parce qu'il y a une À 2%, épargne, hein, c'est ça. il y a une épargne qui est considérable. Les Français ont une épargne qui est très importante, plus importante que dans beaucoup d'autres pays, et cette épargne, pour l'instant, elle est immobilisée. Et moi, je veux la mobiliser au bénéfice de la réindustrialisation, du réaménagement du territoire, et effectivement, en leur livrant un taux d'intérêt qui est plus intéressant que le livret A, qui est Qui actuellement est moins intéressant à- pour l'État que à la zéro, dette habituelle. à 0,25. Mais oui, mais monsieur Langlais, l'État, c'est pas un truc qui est en suspension. Justement. L'État, il est là au bénéfice des Français. Il Justement, est là au Madame Le service Pen. des Français. C'est exactement Et si mon pour souci une aussi. fois, l'État peut agir pour pouvoir rendre, plutôt que de l'argent aux banques et des intérêts aux banques, des intérêts aux Français, mon Dieu, vous trouvez ça scandaleux? Moi, je trouve ça parfaitement normal. Le problème, c'est que c'est dans les comptes et que ça peut y rester. Autre question. Dans quel compte, monsieur Langlais? Dans les comptes de l'État, la dette, Madame Le Pen. Non, mais là, c'est pas la dette de l'État, Bah, monsieur si Langlais. vous payez des Là- intérêts, Non, mais- il va falloir trouver de l'argent pour le faire. Mais monsieur Langlais, excusez-moi, moi, je vais investir dans des entreprises cet argent. Je vais investir dans des entreprises qui rapportent. Enfin, je J'espère. suis désolé de vous dire, ça J'espère. existe. Mais monsieur Langlais, pardon. Si vous êtes étiez très sûr fort. de gagner à Mais tous les coups, dites-moi, vous auriez trouvé la mais dites-moi, pire mais philosophale. dites-moi, monsieur, Langlais, ça existe un fonds comme ça. Le fonds des retraites, là, il existe. Bien sûr. D'accord. C'est pas de l'emprunt à 2% Excusez-moi, quand on peut il emprunter est à doté, zéro. écoutez-moi, il est doté de 40 milliards. Combien il a rapporté en moyenne? Vous allez nous le dire, 7%. oui. 7%, monsieur Langlais. Vous voyez, ça veut dire que si on le gère correctement, eh bien, on peut non seulement rendre 2% aux épargnants, et après tout, ce serait normal, et en plus récupérer 5% de recettes pour l'État, c'est-à-dire ne pas sortir un peu de ce cercle vicieux qui fait que 95% des recettes de l'État sont en réalité de l'impôt. Juste une dernière question sur l'industrie. Le passage à la voiture électrique, ça va coûter des dizaines de milliers d'emplois probablement à l'industrie automobile française. La France doit-elle, oui ou non, suivre les directives européennes justement pour ne plus fabriquer, vendre, commercialiser de véhicules thermiques à partir de 2035 ou pas? Non. Non, je pense que c'est une erreur. Donc il faut Je pense garder que les le voitures tout- thermiques. Je pense que le tout voiture électrique est une erreur. De la même manière que je pense que l'écologie punitive est une erreur, que je pense qu'il est un véritable scandale d'entendre des gens annoncer que les Français qui ont des voitures trop anciennes ne pourront pas accéder aux villes, au cœur des villes, c'est-à-dire parfois même à l'hôpital, hein, parce que souvent l'hôpital est au cœur de la ville. Je trouve que tout cela n'a aucun sens et par conséquent, ce tout voiture électrique est une idéologie en réalité imposée par les écologistes, de la même manière qu'ils nous ont imposé d'ailleurs l'idéologie des éoliennes dont on voit que ça nous coûte une fortune, que ça détruit nos paysages, Donc on que refuse ça cette directive nécessite des européenne. investissements hors de On proportion. refuse la directive Euh, européenne. On ne rentre pas dans cette directive Ouais, européenne. mais enfin, vous savez, on peut aussi négocier avec l'Union européenne pour peu qu'on ait envie de le faire. Il me semble là qu'il y a une négociation qui se fait sur le nucléaire, sur la taxonomie. Oui. Au départ, l'Allemagne toute puissante avait dit il est hors de question que le nucléaire soit considéré Mais comme c'est une pas gagné, énergie hein. propre. Mais c'est pas Et- gagné.
Ah oui, mais c'est pas gagné parce qu'on a laissé beaucoup l'Allemagne aussi avoir la main. Pardon, parce qu'à force de dire le couple franco-allemand, tout ce que fait l'Allemagne, c'est merveilleux, bah, l'Allemagne s'autorise des choses qui vont à l'encontre de nos intérêts nationaux. Parce que je voudrais quand même, c'est bien parce qu'on ait un peu le temps. Pourquoi il y a une guerre comme ça contre le nucléaire de la part de l'Allemagne? Mais parce que c'est un problème de compétitivité. C'est un problème de compétitivité. Mais bien sûr, en réalité, ils veulent supprimer aux entreprises françaises le bénéfice de compétitivité que représente l'énergie très peu chère qu'est le nucléaire. Et pour faire cela, eh bien, ils mènent du lobbying, ils racontent des mensonges et ils essayent de convaincre par l'intermédiaire d'ONG évidemment financées que le nucléaire est une énergie dangereuse. Vous voulez maintenir la production de voitures thermiques en France au-delà de la limite fixée par l'Europe? Oui, je le souhaiterais. D'autant que je pense que l'avancée technologique nous permettra de transformer la voiture thermique en limitant d'ailleurs le risque de pollution. Voilà. Mais ce qui pollue le plus, Monsieur Langlais, c'est le libre-échange. Or, on n'arrête pas de signer des accords de libre-échange. Tous les jours, on signe des accords de libre-échange. Heureusement, d'ailleurs. C'est ça, en réalité, qui pollue le plus. Ce qui ne pollue pas, c'est le localisme, c'est produire au plus près, retraiter sur place, c'est réindustrialiser, c'est arrêter d'aller acheter à 10 000 km des choses que l'on pourrait produire à 10 km. Dernière question, pardon, mais je crois que vous partez en Pologne. Vous partez pour la Pologne. Et il y a cette question, évidemment, de la frontière, du mur que vous approuvez, que les Polonais veulent construire pour éviter que les migrants arrivent de Biélorussie. Ce président de Biélorussie, il est soutenu, vous dénoncez l'instrumentalisation des migrants comme arme contre l'Europe, il est soutenu par Vladimir Poutine. Donc, je me suis demandé comment vous pouviez concilier... Mais je me moque complètement de savoir par qui il est soutenu. Moi. Ah bah non, quand même, c'est important parce que c'est ce qui lui a donné la force de pouvoir envoyer cette arme contre l'Europe et contre la Pologne en l'occurrence. Pardon, Madame Incré. Pardon, mais il me semble que là, il est plutôt soutenu par Erdogan. Là. Oui, mais Vladimir Poutine était quand même très proche de Loukachenko. Et comment est-ce que vous conciliez... je ne vais pas me lancer dans un débat comme ça géopolitique avec vous, mais je crois que vous êtes un peu caricatural. Car la réalité, c'est que les relations entre la Biélorussie et la Russie sont plus compliquées qu'on ne le dit. Mais là, en l'occurrence, il est soutenu par Erdogan. Et d'ailleurs, il a pris modèle sur Erdogan. Erdogan a fait du chantage à l'Union européenne en disant « C'est simple, si vous ne me donnez pas 6 milliards, eh bien moi j'ouvre les portes et je vous envoie l'intégralité des migrants. » Eh bien, comme ça a fonctionné, puisqu'on a donné les 6 milliards, Loukachenko s'est dit « Tiens, moi aussi, je vais user de l'arme migratoire. » Et d'ailleurs, ça donne des idées même à Xavier Bertrand, qui lui-même veut user de l'arme migratoire contre Johnson en disant laissons donc passer les clandestins vers la Grande-Bretagne, comme ça, ça fera pression sur... On n'utilise pas les hommes comme une arme, d'accord? On n'utilise pas... Vous dites aussi à Vladimir Poutine. On n'utilise pas les hommes comme une arme. On n'utilise pas les flux migratoires comme une arme politique. Et donc moi, à chaque fois qu'un pays s'oppose à cela, je suis évidemment derrière ce pays. Et d'ailleurs, ça fonctionne, la fermeté, puisque la Pologne a dit non, vous ne passerez pas. Et l'Europe aussi l'a dit. Vous ne passerez pas. Et qu'a fait M. Loukachenko? Il a bien été obligé de remettre tous ces pauvres gens qu'il avait fait venir dans un avion pour les renvoyer de là où ils étaient venus. Merci beaucoup François de nous avoir rejoints. Merci Marine Le Pen. C'est moi qui vous remercie. On refera des interviews tout au long de cette campagne électorale. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.